Michel Canevette, je vous ai vu prendre pas mal de notes pendant ces interventions. Peut-être vous avez envie d'en dire un mot. J'ai vu aussi, j'ai vu passer 2 questions Twitter intéressantes au cours de vos débats. Fabien Le Garnevet qui nous disait dans les BU, dans les bibliothèques universitaires, se développe le coworking. Alors pourquoi pas dans les entreprises et dans les administrations. Et une autre question, quid du droit dans cet environnement imprévisible et volatile avec de nouveaux business models? Oui, tout à fait. Le débat a été clairement défini dans les différentes dimensions, effectivement, d'équipement et d'utilisation. On voit bien, comme le disait Michel Briand tout à l'heure, qu'Internet peut recréer du lien, peut permettre de développer une nouvelle relation entre les uns et les autres pour peu que l'on sache mettre en place les outils qui sont nécessaires pour tout cela, et notamment l'idée qu'il avançait sur la question de l'enseignement est quelque chose d'extrêmement important. Je crois qu'effectivement, notamment pour lutter contre l'échec scolaire, Internet peut avoir une place très importante pour peu que l'on sache, dès le plus jeune âge, les utiliser, c'est-à-dire que les enseignants, dès la maternelle, voire en primaire, puissent disposer de ces outils pour pouvoir justement adapter leur façon d'intervenir auprès des élèves et la compléter. Et puis, on voit bien que des espaces de collaboration entre les uns et les autres vont pouvoir se développer sur de nombreuses thématiques. Ensuite, Pierre Berthoud a évoqué les questions de compétences dans les PME. Effectivement, il faut que l'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas la fracture numérique que beaucoup dénoncent assez régulièrement et tous les risques psychosociaux dont on voit l'émergence de façon extrêmement forte dans notre pays, effectivement. Et parmi un de ces facteurs des risques psychosociaux, il y a certainement cette inquiétude vis-à-vis des évolutions numériques et l'inquiétude personnelle des gens sur leur capacité à pouvoir s'adapter à ces évolutions. Donc il y a un accompagnement qu'il faudra mettre en œuvre. Sur l'aménagement numérique, je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos aussi, la Bretagne a une démarche collective qui était indispensable pour qu'une partie du territoire ne soit pas laissée à l'abandon. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on puisse caler les objectifs de Bretagne très haut débit qui visent à l'horizon 2030 à équiper l'ensemble des foyers de Bretagne de fibre optique, et le plan national numérique qui, je vous le rappelle, prévoit de raccorder 100% des Français au très haut débit à l'échéance 2022. Donc il y a là sans doute à réfléchir sur le timing, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des parties du territoire qui se sentent en fort décalage avec tous ceux qui seront équipés. Et on sait bien que la Bretagne, région particulièrement excentrée, a besoin d'outils tels que le numérique pour pouvoir véritablement conduire son développement demain. Sans cela, notre périphéricité va encore accroître nos difficultés. Donc, il est important que cet aménagement numérique puisse être conduit très rapidement pour éviter cette différence entre les territoires. Et on sait bien aussi que la Bretagne est une région particulièrement attractive et que cet aménagement numérique peut permettre d'amener ici un certain nombre d'entrepreneurs qui trouveront la possibilité de se développer. Oui. Un mot rapide. Un mot rapide. C'est très bien que la Bretagne développe le très haut débit, et j'ai participé à Mégaliste en ce sens, mais il faut aussi développer ce changement culturel. Et ça coûte moins cher. Aujourd'hui, ouvrir des espaces de travail dans les services des collectivités, c'est une décision. Amener les gens à contribuer, ça s'apprend à l'école. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas simplement d'avoir des ordinateurs dans les classes. L'enquête PISA montre que il n'y a pas d'influence sur les résultats. C'est d'apprendre effectivement à l'école à publier, à coopérer. À l'école, on vous apprend à cacher votre copie. Dans le monde du numérique, il faut apprendre à réutiliser. Dans l'entreprise, il ne faut pas réinventer les choses, il faut innover. Et je pense qu'il faudrait aussi en Bretagne, de la même façon qu'on a la French Tech, d'avoir des lieux où on développe l'innovation sociale ouverte. Faire en sorte effectivement que tous les gens qui ont des initiatives formidables sur le décrochage scolaire, sur le tourisme, sur plein d'exemples, que tout ça, on puisse le voir. J'anime un site qui s'appelle Bretagne Créative. On a du mal justement à donner à voir les innovations. Il y en a des centaines et des milliers en Bretagne. Donnons-les à voir. Apprenons à raconter ce qu'on fait et à travailler en réseau. Martin Méry, rapidement, et puis on passera à des questions dans la salle.
Non, pour rebondir rapidement, moi je partage ce qui vient d'être dit, notamment sur l'apprentissage et sur l'impact que peut avoir le numérique, en tous les cas les opportunités que le numérique peut offrir pour avoir un apprentissage qui répond y compris à des enjeux de décrochage scolaire et d'appropriation de ces outils qui sont indispensables pour évoluer dans la société dans laquelle on est et pour évoluer professionnellement dans les meilleures conditions. Il y a un projet sur lequel la région Bretagne est en train de travailler, je le dis pour que chacune et chacun l'ait en tête, avec le rectorat, de travail d'ingénierie pédagogique sur les outils numériques. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas simplement, comme parfois la puissance publique l'a fait dans le passé, ça répondait peut-être aux défis de l'époque, mais d'équiper les établissements scolaires de tablettes ou de TBI, les tableaux numériques, je partage complètement. Il s'agit aussi d'avoir une ingénierie pédagogique qui soit adaptée. Et en plus, on a un tissu économique en Bretagne qui a cette capacité de prototypage et d'industrialisation de ces process. Script & Go, pour penser à une entreprise comme ça qui me vient à l'esprit. Donc ça, c'est un chantier auquel la région Bretagne a engagé, pas seul, avec des acteurs économiques, avec le rectorat, parce qu'on ne peut pas le faire sans l'éducation nationale, de manière à pouvoir répondre dès le mois de juin, si ma mémoire est bonne, un appel à projet du ministère de l'Éducation nationale, et pour ne pas simplement venir permettre à nos lycéens, à nos collégiens, éventuellement pour les autres collectivités, aux écoliers ou aux universités de bénéficier des outils, mais aussi d'avoir véritablement une pédagogie qui soit adaptée à ces outils. Merci. Alors on va passer à des questions dans la salle. Il y a quelques micros, donc voilà, n'hésitez pas à lever la main pour j'ai monsieur à droite là. Didier Demini, je suis vice-président numérique à l'université de Rennes. Sur l'intervention de Michel, il est bien au courant pour avoir participé à ces travaux qu'il y a à l'UEB Campus des bâtiments qui ont été financés par la région et puis par l'État, et dans lequel l'enseignement supérieur breton se met en réseau pour faire en sorte que les enseignants soient formés aux nouvelles pédagogies, au numérique. Il y a aussi des lieux d'accueil dans ces bâtiments, de façon à ce que se rencontrent à la fois les enseignants, mais aussi les PME qui travaillent dans l'e-formation et qui veulent pouvoir expérimenter avec des étudiants leurs produits. Il y a l'accueil notamment qui est prévu de Script & Go sur des projets d'apprentissage de l'écriture sur des tablettes dans le primaire. Voilà, donc il y a des ensembles, il y a des pépites, il y a l'innovation étudiante aussi qui se fait dans ces lieux. Les accueils de projets d'écoles d'ingénieurs, les projets IT digital pour l'innovation numérique sur des masters qui sont internationaux. Donc je pense qu'on a aussi au niveau du supérieur travaillé déjà à ce que le numérique soit pris en compte et qu'on soit participant à l'évolution du territoire. Je participe donc à l'Université européenne de Bretagne, devenue maintenant la Comue Bretagne Pays de Loire. C'est vrai qu'on a bien avancé avec les bâtiments qui sont utiles, mais la mise en réseau des contenus, c'est-à-dire quels sont les cours ouverts à Rennes 1, à Rennes 2, à l'UBS, à l'UBO, etc. Comment les enseignants coopèrent, quelles sont les innovations pédagogiques qui marchent, faire des rencontres des porteurs de classes inversées, d'utilisation des portfolios. Il y a plein d'usages innovants. Mettons en réseau ces usages innovants. Ce qui compte, c'est que ce n'est pas tellement que le numérique arrive à l'université, c'est qu'on apprennent autrement. Il faut apprendre à apprendre tout au long de la vie, faire en sorte de créer une université contributive, qu'il y ait des communautés apprenantes. Tout ça, c'est des défis qui s'ouvrent à nous. Et maintenant qu'on a les bâtiments, faisons en sorte aussi qu'il y ait du réseau d'échange entre les personnes. Je veux bien compléter le propos. Ce que vous avez dit, moi, m'intéresse beaucoup. Sur le monde universitaire, effectivement, il est performant, il se passe beaucoup de choses. Moi, ce que je constate malgré tout, et même si vous citez une très belle entreprise qui s'appelle Script & Go, et moi je trouve qu'aujourd'hui ça fonctionne toujours trop en silo. Et c'est-à-dire un de nos problèmes, c'est ce fonctionnement en silo. Il faut effectivement rapprocher, comme vous l'avez fort justement dit, les startups du territoire breton du monde universitaire pour travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a des choses, je pense, que les startups peuvent apporter, notamment sur le contenu. Je ne sais pas si vous savez, il y a à Rennes aujourd'hui une start-up qui s'appelle Klaxoon. C'est 50 créations d'emplois par an
C'est une entreprise qui a gagné des prix au CS de Las Vegas et qui est en train de révolutionner par des petits boîtiers, par des méthodes pédagogiques nouvelles, la manière d'apprendre. Je me dis, tiens, cette entreprise, comment on l'intègre au niveau de l'éducation nationale? Comment la région peut aider, peut encore accélérer le développement de cette entreprise? Il y en a d'autres, hein, il y a Eliga, il y en a d'autres sur le territoire. Ça foisonne. Par contre, ce qui est difficile, je trouve, c'est que souvent ça fonctionne trop en silo. Et ce qui est aussi difficile pour les startups et pour les entreprises qui sont en forte croissance, c'est d'avoir accès à tout ça. C'est-à-dire que moi, le dirigeant d'une entreprise, aujourd'hui, quand il est en fort développement, il est pris par ses préoccupations. Et c'est vrai qu'il ne sait pas bien ce qui se passe. Il ne sait pas bien les opportunités qui peuvent se présenter au niveau du monde universitaire. Il ne connaît pas bien toujours les opportunités qu'il peut y avoir au niveau des grandes entreprises. Et je pense qu'un des enjeux, c'est de casser le fonctionnement en silo pour que ça foisonne mieux et pour faire en sorte que des mondes, quelquefois, qui ne se côtoient pas encore assez, se rencontrent mieux. Même si je pense que ça va dans le bon sens aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas négatif dans mon propos. Alors, on va prendre une autre question. Juste, méfiez-vous, si vous réagissez sur Twitter ou si vous posez une question, il y a une faute qui s'est glissée dans le hashtag derrière. C'est RDV parlementaire avec un underscore, un tiré du bas, avant le R final. Voilà, j'avais une question, je crois, de monsieur à gauche. Bon, juste 2 mots, Hervé Lenorcier, directeur général de Mégalis. Sur la question des entreprises et des offres aux entreprises. Le marché des télécommunications en direction des entreprises, c'est un marché qui finalement n'est pas très mûr et en tout cas ne permet pas une rencontre efficace entre le besoin de l'entreprise et l'offre qui lui est faite. Donc c'est une chose que nous avons à améliorer et je pense que le développement des réseaux de fibres permettra d'arriver à des niveaux d'offres beaucoup plus satisfaisantes pour les entreprises. On est dans un marché un peu fermé aujourd'hui. Deuxième chose, sur ce domaine, c'est qu'il faut aussi que l'entreprise considère que sa connexion ou sa connectivité est un moyen de production demain et n'est pas une charge. Et quand on saura passer dans cette logique-là de considérer qu'on n'est plus à regarder une charge, mais à examiner un moyen de production, je pense que la rencontre entre l'offre et la demande en matière de connexion spécifique pour les entreprises sera facilitée. En tout cas, c'est une piste et une ligne que nous nous sommes donnés sur les négociations que nous avons eues avec nos partenaires économiques pour arriver à des offres plus satisfaisantes pour les entreprises, en particulier petites et moyennes en Bretagne, voire pour les ETI. Merci. Je suis d'accord avec vous. Il faut surtout que les entreprises considèrent que tout ça, c'est une formidable opportunité. Formidable opportunité pour développer leurs affaires. Je vais prendre un exemple. Il y a un concours, je vois Emmanuel Tollier, le président de la CCI de Rennes, qui est là. Il y a un concours organisé par la CCI tous les ans qui s'appelle Chrysalide. Et qui, on ne s'est pas fait pour parler de techno, c'est fait pour parler de ce qui a fonctionné dans des PME de secteurs très traditionnels grâce au numérique. Je vais prendre un exemple. Je ne vais pas prendre un exemple rennais, je vais prendre un exemple du Morbihan, de la presqu'île de Ruiz. L'année dernière, il y avait une entreprise, je ne sais plus son nom, c'était vraiment très intéressant. C'est l'entreprise expliquait qu'elle avait du mal, elle fait de la sellerie, bon, des selles de cheval. Et donc, elle nous disait, moi, je vais aller voir mon banquier, je n'arrivais pas à avoir mes prêts, etc. J'ai commencé proche du dépôt de bilan. Elle explique que grâce au numérique, elle réfléchit à son projet, elle met en place des choses très simples, hein, site marchand, promotion un peu de son offre. Elle arrive à vendre aujourd'hui dans le monde entier. Elle expliquait que le prêt de 300 000 € qu'elle n'a pas eu à voir en l'espace de quelques heures, elle a eu un contrat avec la Thaïlande pour 300 000 € parce qu'elle a réussi simplement à vendre beaucoup plus cher ses produits grâce au numérique, simplement en faisant connaître son offre. Je vous dis quelque chose de basique en disant ça. C'est simplement une PME à Sarzeau en presqu'île de Ruisse. Je ne sais pas si elle avait le haut débit ou si elle avait de la DSL. À la limite, j'ai presque envie de dire, peu importe, simplement ce elle avait accès. Et simplement, le dirigeant, il a réfléchi, il s'est posé des questions en termes d'opportunités, il ne s'est pas posé la question en termes de contraintes, en termes de dire, tiens, demain, à cause du numérique, je vais disparaître. Non, c'est de l'opportunité pour lui. Et simplement, il faut le faire savoir. Et moi, j'aime bien ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que tout ça, ça ne se sait pas. C'est la preuve par l'exemple. Je crois que moi, je reviens toujours un peu à la PME, je suis désolé, hein, c'est un peu mon ADN. Je pense qu'un dirigeant, il a besoin de voir des confrères, des gens qui fonctionnent comme lui, qui ont réussi. Et déjà, faire connaître tout ça, expliquer ce qui a réussi grâce à des initiatives de CCI ou d'autres, hein, eh bien déjà, on fera avancer les choses. Moi, je suis assez pragmatique hein, dans l'approche. Commençons par ça, les usages, les réussites, faisons-les connaître.
et je pense que ça avancera. Une autre question ici. Ah oui, je crois qu'il y avait monsieur d'abord et puis vous ensuite. Monsieur. Oui, bonjour, Frédéric Libaud. Donc, je suis le référent pour la région ouest de Synoviety, qui est un syndicat professionnel, et accessoirement expert en numérique. Il y a eu des mentions au niveau infrastructure réseau, usage, formation. Sur les infrastructures réseau, il existe des alternatives. Elles ont été testées en Europe, entre autres, sur des débits plus élevés que la DSL classique, avec des lignes en cuivre. Pourquoi elles n'ont pas été envisagées en France ? Au moins sur certaines zones géographiques, on va dire, difficiles d'accès pour le FTTH. Deuxième question, au niveau de la formation aux usages, on a des outils qui existent, qui sont les EPN. Pourquoi ils ne sont pas développés? Pourquoi ils ne sont pas reconnus et on va dire promus auprès du grand public, entre autres, et puis aussi des entreprises? Alors, en écho à votre première question, on avait tout à l'heure une question sur Twitter, très simple. Combien de prises connectées au FTTH, mais surtout combien d'abonnés chez les particuliers en Bretagne? Sur les alternatives, c'est assez compliqué parce qu'il y a une autorité de régulation en France qui définit le cadre. À partir du moment où la région Bretagne, le vice-président l'a bien expliqué, a choisi qu'il y ait une politique sur l'ensemble des territoires, la solution qui a été mise en œuvre, s'appuyant sur la fibre optique à terme, avec quelques montées en débit là où c'est nécessaire pour aller plus vite, est à mon avis la bonne solution et tout le monde s'y retrouve. Pour développer du VDSL ou d'autres technologies qui peuvent être expérimentées en Europe, ce n'était pas à l'échelle régionale que ça se traitait. On aurait pu aussi imaginer que les bandes de fréquences qui ont été libérées pour la télévision puissent servir, comme ça a été fait en Allemagne, pour du très haut débit. Il y a d'autres solutions, il y a un cadre réglementaire. Le choix qui a été fait en Bretagne, je pense que tous les gens qui travaillent sur le sujet pensent que c'est le bon choix. Sur les usages, oui, la Bretagne avait innové avec le projet Cybercommune, avec ce développement de plein de lieux de médiation numérique. Et je crois aujourd'hui, et donc Axel Lemaire le dira peut-être cet après-midi, et donc il y a eu une série de publications là, de ces jours-ci sur ces questions de médiation numérique, nous avons besoin d'une médiation numérique, que ce soit pour apprendre à travailler avec les outils du numérique, pour les services publics, tout le monde n'est pas à l'aise sur Pôle emploi ou sur les impôts, etc. Et je pense qu'il faudrait, et je m'adresse un peu à la région, même si ce n'est pas une réponse immédiate, relancer effectivement ce réseau des lieux de la médiation numérique qui reste présent en Bretagne et qui aujourd'hui a d'autres fonctions. Une fonction sociale avec toutes les personnes qui sont éloignées du numérique, mais aussi la fonction, je pense, essentielle d'encapacitation. Je citais mon autre bureau sur Redon tout à l'heure, faire en sorte effectivement que les gens soient accompagnés. Donc il faut revisiter ces questions de médiation numérique. Je pense que c'est une question importante et ça ne va pas forcément coûter beaucoup d'argent. En Bretagne, on a l'expérience du réseau des pôles de l'économie sociale et solidaire, une politique initiée par la région Bretagne qui permet d'avoir un animateur par pays. On pourrait imaginer d'avoir un animateur sur le numérique par pays qui coordonne l'action à l'échelle des pays. Ça existe effectivement dans les grandes agglomérations avec les French Tech, mais tout le monde n'est pas concerné. Et donc d'avoir, et c'est une proposition du CNUM qui a été reprise aussi par Axel Lemaire, d'avoir un animateur par pays et qui permettent effectivement de coordonner les différentes actions et de mettre en réseau ces médiations numériques qui sont nombreuses, y compris en intégrant les actions privées. Je cite par exemple le programme d'Orange en Bretagne et en France. Donc développons la médiation numérique en la réactualisant. C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour ne laisser personne de côté et créer de l'initiative, de l'innovation. Merci. Monsieur ici et puis madame après là-bas. Oui, bonjour à tous. Pierre Traîneau, je dirige CATEL, qui est un centre de ressources et d'expertise en e-santé, réseau aujourd'hui collaboratif de 20 000 acteurs pluridisciplinaires que nous avons créé il y a plus de 18 ans. On a l'habitude de dire, en ce qui concerne la e-santé, le numérique en santé, que 4 enjeux sont concernés. L'enjeu de santé publique, bien sûr, pour mieux soigner, l'enjeu économique pour mieux dépenser l'argent public, mais également pour développer toute la filière. Un enjeu d'aménagement du territoire, évidemment, c'est l'égalité des chances sur un territoire, continuité de service, mais aussi un enjeu écologique. Donc ma première question, proposition, c'est pourquoi aller dans le sens de ce qui est fait au niveau national, c'est-à-dire associer le numérique à l'économique
je pense que ça va dans le sens de tout ce qui a été dit, hein, sur les silos, sur les cloisonnements. Il est très difficile d'avoir une approche complètement transversale quand on associe exclusivement le numérique donc à l'économique. Aujourd'hui, on est capable de traiter des déserts médicaux sans forcément aller chercher des personnes qui pourraient peut-être trouver des solutions alternatives complémentaires avec le numérique. On est capable en matière sur les questions de santé dans les territoires isolés soit se doter par exemple d'hélicoptères dans le domaine des urgences, soit essayer de trouver des solutions justement palliatives sans forcément se préoccuper du numérique. Donc ça va dans le sens des silos qui ont été évoqués tout à l'heure, du besoin de transversalité, et je pense que la posture de départ, puisque le mot posture a été utilisé, est très très importante. On est là sur les questions de gouvernance, et peut-être que la région Bretagne pourrait, c'est une forme de question de proposition, dire bah non, essayons d'éviter de nous attacher simplement à l'économique, soyons transversales dès le départ. Le deuxième point porte sur le besoin d'accompagnement des personnes, besoin d'accompagnement des organisations. Moi je pense qu'il est encore plus urgent d'accompagner les organisations et les dirigeants que les personnes. C'est-à-dire que toutes les organisations sont bousculées par les personnes, connaissant déjà donc tous ces outils. Et donc, il est question, et ça a été dit aussi tout à l'heure, de faire en sorte que le numérique devienne stratégique. Et pour que ce soit pris en compte dans la stratégie, il faut effectivement que les dirigeants soient accompagnés, formés. Et pour aller utiliser la phrase que les Québécois aiment bien utiliser, il faut, pour partager le pouvoir, tout en le conservant. Et donc, on a besoin d'être accompagné en tant que dirigeant pour réussir à faire cela. Voilà. Donc, ce sont mes deux questions, propositions. Et je pourrais en donner une autre concernant l'écologie. On est capable de faire la COP21, par exemple, sans utiliser les transports virtuels et la visioconférence. Et là encore, il y a beaucoup à réfléchir. Merci. Peut-être en complément? C'est en complément? Mais il y avait une question. Oui, on ramasse, on prend une autre question tout de suite. Et... Thérèse Thierry, vice-présidente de Lorient Agglomération, chargée du numérique et de l'enseignement supérieur. Moi, la question que je souhaite partager ici fait écho aux deux dernières interventions, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'en matière de déploiement et en matière de développement économique, on est à l'action, on est à l'initiative. Ce qui m'inquiète, ce sont les chiffres qui ont été partagés concernant les 20% de la population qui sont en difficulté avec les usages. Et par contre, par rapport à la dernière intervention qui ciblait les dirigeants, oui, bien sûr, parce qu'on est les acteurs, parce qu'on peut faire bouger les territoires. Mais aujourd'hui, l'équation, elle est beaucoup plus quotidienne que cela. Quelqu'un a évoqué Pôle emploi, la CAF, ça fait partie de la réalité du quotidien des Bretons. Comment les collectivités publiques répondent à ce besoin? Comment est-ce qu'on peut faire avancer cette médiation numérique qu'évoquait Michel Rolland? Je pense qu'il s'agit... Michel Briand, pardon, excuse-moi, Michel. Je pense qu'il s'agit aussi d'une question de solidarité. Le mot solidarité a été utilisé, je crois, par Ronan Loas en matière de déploiement, donc une solidarité, j'allais dire, géographique. Ce serait peut-être une question à se poser aussi au niveau des départements bretons dont les politiques sont liées à la solidarité, de s'interroger sur comment est-ce que la solidarité va être vécue, y compris en matière d'insertion, par exemple, à ce niveau-là. Sur ces questions d'accompagnement, il ne s'agit pas forcément de créer des lieux nouveaux, comme pour les tiers-lieux. Il y a des lieux qui existent. Aujourd'hui, je pense qu'un foyer de jeunes travailleurs, une maison de retraite peut faire de la médiation numérique. Les gens de Pôle emploi aussi, les gens d'une bibliothèque aussi. Donc il faut faire en sorte que dans les missions des agents du service public, des collectivités, cette médiation soit prise en compte. Il faut revisiter la façon de rendre le service. Ouvrir une bibliothèque, y compris le week-end, c'est peut-être faisable avec des gens qui veulent participer, des associations. Ce n'est pas forcément que les employés municipaux qui peuvent le faire. Donc il faut revisiter la façon de faire le service public pour justement répondre aux nouveaux besoins. Sur la solidarité peut-être. Voilà. Donc, je vais juste rebondir sur la culture aussi. Le numérique est maintenant la nouvelle porte d'entrée. On a un espace culturel à Pleumeur qui est le plus numérisé du Morbihan, je ne suis pas de Bretagne, mais du Morbihan. Et quand on interroge les utilisateurs, pour 18 000 habitants, on a 6 000 abonnés à jour sur l'espace culturel. Donc
c'est un niveau, comment dire, d'implication très forte de la population. Et si on leur demande pourquoi vous êtes abonné, en premier lieu, c'est parce qu'on peut télécharger des livres via la plateforme. Donc on met en Nouville, on achète donc les ouvrages qui peuvent télécharger pour toutes les liseuses, je ne citerai pas de marque, mais qui sont à disposition. On en prête aussi aux anciens. Pour les plus jeunes, on fait de la formation aussi, parce qu'ils ont des fois une connaissance trompée, donc il y a une vraie logique de solidarité entre des familles qui n'ont pas les moyens d'avoir une vraie culture numérique et ceux pour qui le numérique, c'est avoir un Facebook sur son iPhone, et c'est pas que ça. Et même si on est sur un territoire favorisé, à Pleumeur, on fait des formations gratuites sur le numérique, sur le service public, parce qu'on a toute une partie de la population dont on ne se rend pas compte. C'est vrai que 20%, c'est 20% où faire une recherche d'emploi, c'est quasiment impossible, parce qu'on ne sait pas aller sur un ordinateur, on ne sait même pas l'allumer ou taper une adresse, quoi. Donc je crois qu'effectivement, le numérique, ce n'est pas que le développement économique, il y a une vraie logique. On voit que sur la culture, on a des gens qui viennent en exposition parce qu'on communique sur les réseaux mairies, on les informe, ils ne seraient jamais rentrés voir une exposition de peinture si on n'avait pas fait la publicité. Monsieur ? Bonjour, Luc Avril. Donc moi je suis membre du directoire de la French Tech avec Pierre qui m'a gentiment cité tout à l'heure. Moi je rebondis sur ce que disait la dame de derrière, sur la solidarité et sur les fractures numériques. Et puis je fais aussi mon petit boulot French Tech comme Pierre. Si vous ne connaissez pas la start-up Malouine qui s'appelle Familéo, qui a développé une application qui permet aux familles de rester en communication avec leurs anciens qui sont en EHPAD. Eh ben, allez voir Familéo, c'est absolument remarquable. Ils sont en train de développer ça dans beaucoup d'EHPAD en Bretagne et ailleurs. Voilà un exemple typique de start-up qui s'adresse à la solidarité. Voilà, donc retenez bien Familéo. Merci. Une autre question ? Une autre question peut-être ? Non, personne ? Si, madame, oui ? Au milieu. Oui, bonjour. Je m'appelle Catherine Rachina, je suis présidente de la société B2Cloud et nous, on intervient pour accompagner les PME dans le domaine du cloud computing. Alors, ce qui m'interpelle un petit peu ce matin, c'est qu'on a tendance à opposer des choses qui ne sont pas opposables. Par exemple, je vois le taux d'équipement ou de sites e-commerce des PME, 11%, c'est à mon sens catastrophique par rapport à la moyenne européenne. Et on voit que de l'autre côté, ces mêmes entreprises utilisent Facebook à 90%. Donc de ce que j'en déduis, il n'y a pas besoin de réseau pour accéder à Facebook. Visiblement, c'est un petit peu ça que j'ai retenu. Donc ce que je voudrais savoir, c'est comment on peut justement aider ces entreprises à être plus visibles sur Internet, à faire effectivement du e-commerce, comme vous en avez parlé tout à l'heure avec cette société qui a développé son business avec, je crois, la Thaïlande grâce à une plateforme de e-commerce, pour justement faire avancer un petit peu les choses et ne pas être systématiquement dans l'antinomie. Aujourd'hui, pour faire du cloud computing, clairement, il faut du réseau. Si on n'a pas de réseau, on ne peut pas faire de cloud computing. Donc je pense que tout à l'heure, quand on annonçait ce calendrier d'échéance à 2030, pour moi, 2030, c'est juste impossible. Le réseau haut débit, pour permettre à ces entreprises de se développer et d'être concurrentielles au plan mondial et au plan européen, et de pouvoir justement contrecarrer l'hégémonie des grandes sociétés américaines, passe par le réseau, justement pour pouvoir mettre en œuvre ces nouveaux dispositifs collaboratifs. Je rappelle que Facebook n'est pas une innovation collaborative sur le plan purement technologique, c'est sur le plan des usages. Donc il faut vraiment donner les moyens et l'ambition à ces PME de mettre en œuvre des vraies plateformes collaboratives qui transitent par du réseau haut débit. Non, je vois discuter sur scène, peut-être... Non, l'ambition, moi j'entends que 2025, en effet, c'est loin. J'habite dans une petite commune, en tous les cas, où oui, je suis concerné. N'empêche qu'on ne peut pas reprocher à la puissance publique à un moment de ne pas assumer ses responsabilités. C'est 2 milliards d'euros qui sont déboursés, si je puis parler ainsi. Déboursés qu'on débourse collectivement, que le contribuable, que les entreprises qui, comment dirais-je, sont soumises à la fiscalité, financent. C'est 2 milliards d'euros qui sont déboursés pour assurer le déploiement du très haut débit. Encore une fois, c'est bien le très haut débit qui nous distingue des autres départements ou EPCI parce qu'il y a eu des formes d'organisation différentes sur le territoire national. C'est bien le très haut débit qui sera la règle pour tous. Alors je sais bien que le calendrier 2025 il est un peu long. Ce qui a permis ce consensus breton,
C'est aussi sur la méthode de déploiement. C'est de dire à un moment qu'il ne faudrait pas faire le choix finalement de la facilité dans un premier temps et de la difficulté après. En l'occurrence, de déployer sur les villes moyennes dans un premier temps le très haut débit en oubliant les zones rurales ou très rurales. Il y a un équilibre qui a été trouvé pour un foyer en zone, pour un foyer en ville moyenne, le raccordement pour un foyer en ville moyenne, il y a un raccordement en zone rurale. C'est la méthode qui nous a permis. Même j'entends, bien sûr que j'entends que c'est long. N'empêche que l'interventionnisme public, il est fort. Et les collectivités publiques, elles ont assumé leurs responsabilités. Il y a un autre enjeu que Michel a rappelé et que vous abordiez, monsieur, c'est le besoin en effet de ne pas avoir une approche sectorielle. Moi, je partage. Les enjeux, ils sont transversaux. On a abordé, évidemment, je parlais des filières d'avenir. C'est de nouvelles opportunités économiques, bien évidemment. Mais on voit bien que ça s'adresse à l'ensemble de nos usages quotidiens. Quand, par exemple, la région Bretagne elle investit 1 million d'euros dans le plan Agritech qui permet, par exemple, à nos agriculteurs, nos producteurs de maîtriser, enfin de consulter et d'avoir un système de maîtrise par des tablettes numériques de leur consommation énergétique. On voit bien qu'on répond aussi à un défi environnemental. En matière de santé, j'ai abordé les aspects domotiques tout à l'heure. Je sais qu'aussi il y a des questions qui se posent et je ne l'aborde que sous la forme de la question sur la e-santé, savoir est-ce qu'à un moment sur les déserts médicaux, il ne peut pas être, je dis bien sous la forme de la question, mais il ne peut pas être envisagé un jour, mais pour ça il y a besoin des infrastructures de réseau, et bien qu'il y ait une consultation du spécialiste à distance en présence du généraliste dans les maisons de santé qui sont là pour assurer le maillage territorial. C'est des questions qui se posent. C'est des questions mais qui permettent de développer l'innovation, qui profitent à notre tissu économique et qui en même temps répondent à des défis auxquels les collectivités, la puissance publique doit être en mesure de répondre. En matière de formation, je termine là-dessus, sur le campus numérique, sur ce besoin, pas seulement d'offrir des formations qui permettent de former les jeunes et les moins jeunes dans le cadre de la formation continue, mais aux métiers de demain et aux évolutions technologiques. Il y a cet enjeu en effet d'acculturation de ce processus. Le campus numérique en Bretagne, c'est pas simplement la mise en réseau de 60, c'est l'ambition en tous les cas, c'est pas simplement la mise en réseau de 72 000 étudiants et de 6 000 enseignants-chercheurs, c'est pas simplement la construction de salles de visioconférence ou de téléprésence, qui d'ailleurs seront mises à disposition des acteurs économiques et des chercheurs dans le cadre de la recherche collaborative. C'est à un moment l'idée de faire avancer culturellement ce besoin de partage entre les laboratoires de recherche, entre les différentes unités de formation au sein des différentes universités bretonnes. Encore une fois, on en revient finalement à un enjeu qui est celui du maillage territorial, de l'équilibre territorial, d'avoir un New Deal numérique breton, une révolution numérique qui bénéficie à l'ensemble des pans de la société, économiques ou sociaux, et puis à l'ensemble des territoires. Très rapidement. Très rapidement sur la santé. Je suis très contente de ce travail en réseau ancien sur la santé, qu'on a eu plusieurs fois l'occasion d'échanger sur Amégalis ou à d'autres échanges auparavant. Mais il faut aussi prendre en compte les enjeux émergents. Aujourd'hui, le business en santé va se faire sur le big data, l'analyse des données de santé, sur les communautés de malades, sur comment effectivement les gens interagissent entre eux pour mieux se soigner. Et donc là, il y a aussi des sources d'économie. Donc il faut aussi qu'on regarde un peu en avant. Tout à l'heure, on évoquait EdTech. Les investissements aux États-Unis sont colossaux sur EdTech. En Bretagne, on a peut-être besoin aussi d'un plan là-dessus. Comment on travaille, par exemple, en Bretagne, au pôle image et réseau ou ailleurs, sur les Learning Analytics. Les Learning Analytics, ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers des MOOC ou d'autres plateformes de formation, on a des millions de données sur comment les gens apprennent. Comment on va exploiter ça ? Le ministère de l'Éducation nationale a fait un accord avec Microsoft. Est-ce que c'est la bonne solution de confier à une multinationale américaine nos données d'éducation? Est-ce qu'il n'y a pas la place pour faire du learning analytics en Bretagne? Regardons comment les gens apprennent et à partir de là, offrir effectivement des solutions de formation qui soient plus performantes. Je crois qu'il faut vraiment aussi se positionner sur les enjeux de demain, donc tout ce qui est le big data, et je crois que ça fera une transition peut-être aussi avec tout à l'heure. Tout à fait, puisque donc on va clore cette première session. Merci beaucoup. Je vais vous demander de laisser votre place, de quitter la scène.